Monsieur Abdelmajid Tebboune, bonjour. Notre présente adresse à votre personne se veut être une action supplémentaire pour éviter ce pire à notre patrie, qui lui sera fatal si les politiques publiques et les actions internationales de l'État continuent sur ce mode. Ce pire viendrait de la négation de son anthropologie et de la dépossession de la nation de ses richesses, lesquelles entraîneraient sa dislocation sociale et spatiale. Avant d'aller dans le fond de notre message, nous vous suggérons d'annoncer votre démission et l'organisation d'une élection présidentielle pour juste après la fin de la pandémie. Nous réitérons cette suggestion de démission à tous les généraux algériens patriotes, mais impuissants face aux pressions internationales et marchandage du sérail, et à ceux qui veulent faire acte de rédemption envers l'Algérie parce qu'ils lui ont fait du mal. Ces actes mis en œuvre permettraient l'élargissement de cette voie pour faire avorter dans un premier temps l'avilissement de la nation et la destruction de la révolution, et dans un second temps mettre sur une nouvelle rampe de propulsion les générations actuelles. Monsieur Abdelmajid Tebboune, nous avons échangé et en insistant sur le mot publiquement, au moins 3 fois. L'un de ces échanges a eu lieu durant la dernière campagne électorale pour l'élection présidentielle. Dans la perspective de participer à cette épreuve, nous avons diffusé sur le web qui est toujours un document intitulé « Nos intentions, les solutions sont dans les cœurs des Algériennes et des Algériens ». L'un de vos messages subliminaux a dit que vous l'avez au moins parcouru. D'une manière plus formelle, vous avez été destinataire de notre lettre pour la libération de l'Afrique que nous avons adressée aussi à d'autres chefs d'État ainsi qu'au secrétaire général de l'ONU. Avant de détailler un peu plus notre présent message, nous devons nous adresser d'abord à nos compatriotes algériens, peu importe leur lieu de résidence, et à un ami d'école, Jamal Chariad, cousin de Feu Idir, un artiste de lettres. À nos compatriotes, que Dieu vous bénisse et atténue vos douleurs. Par les chiffres, les effets de la pandémie en cours sont insignifiants devant les dégâts d'autres maladies comme le diabète et autres tragédies comme la pauvreté et accidents de circulation. Avec les mêmes dignités et courage, nous vous supplions de demeurer pacifiques et d'endurer les souffrances à venir. Afin d'agir lucidement, nous vous demandons de surseoir toute manifestation populaire de masse dans le futur proche, de prendre le temps indispensable pour comprendre les dangers dans lesquels notre pays et son peuple se retrouvent. Nous vous recommandons de maintenir l'État debout et d'être solidaires avec nos soldats. À nos sœurs et frères des Aurès, du Hogar, du Mzab, réveillez avec intelligence notre amazirité et faites-en une force pour nous tous, pour toute l'Afrique du Nord et exportez ses externalités. Juin est le mois des crimes impunis en Algérie. Rappelez-les avec humilité et reconnaissance envers les victimes et insistez sur leur don pour nous tous. Juillet est le mois de notre libération. Rappelez-la avec force et rage pour nos assassins. Aux familles des détenus victimes des violations des droits de l'homme et devant le délabrement du système judiciaire algérien et son exploitation par diverses parties prenantes, tant nationales qu'étrangères, agissez avec finesse en établissant des conditionnalités entre la coopération internationale avec les pays de l'Union européenne et le blocage pur et simple de tout échange avec elle. Adressez-vous aux avocats étrangers réputés militants en faveur de la dignité. En concomitance, il est impérieux d'organiser une défiance envers les députés en les destituant par des lettres collectives ou pétitions circulaires, round robin. Dans notre cas, c'est en 2018 que nous avons publié la nôtre. En destituant les députés, vous protégerez la patrie du tsunami de la Constitution qu'ils veulent imposer. Si nous disons et écrivons ces mots, c'est parce que la nation algérienne est devenue très fragile. Elle croit aux mensonges. Il lui est impossible de comprendre tous les dangereux enjeux et retracer leur construction. Elle ignore les énormes capacités de nuisance par l'information des puissances étrangères qui leur permettront de déclencher facilement une insurrection populaire. Comme preuve, et avec un regard très simplifié, récemment, et pour l'un de nos compatriotes détenus, une publicité commerciale a été achetée par RSF dans le Washington Post. Dans le Washington Times, c'est un article laudateur sur les politiques publiques en cours qui a été publié. Quelques jours après, c'est France 5 qui a diffusé un documentaire reportage sur les manifestations algériennes. Ces 3 diffusions chauffent
des tambours plus dangereux. Elle présage le déclenchement de violences en Algérie et montre les voies différentes et non divergentes des acteurs étrangers pour vous désarçonner et mettre à genoux notre patrie. Nous pensons aussi que l'armée fera de nouveau l'objet de l'attaque pour exploser la cohésion entre les troupes, les officiers subalternes, et les officiers supérieurs et officiers généraux. Pour une information accessible à la compréhension de tous sur ce qui décide pour la planète entière et le futur de l'Algérie, nous vous suggérons la lecture du magazine The Trumpet of Philadelphia. Jamal Chariat, sabah al-khair. Comme élève au début des années 80, nous avons partagé quelques moments au Centre d'études et de recherche en informatique. Watsmar, tu m'as offert des copies de chansons à partir de bandes originales. En matière de compassion et passer une semaine sur un deuil, je vais contrevenir aux traditions de mon village, Boujdil et ma famille, qui nous disent d'être plus fins et plus subtils dans ces expressions pour éviter de réveiller la douleur. Donc, Adir Marbidi, on dit Bispa, avec son art, Idir nous a offert d'inoubliables œuvres sur nos anthropologies, traditions, oralité, exil et pauvreté. Quelques années auparavant, parce que ce sont des figures emblématiques, Idir et Louis Menguela, deux artistes qui m'accompagnent dans mon exil, ont été victimes d'une terrifiante manipulation. Je suis certain qu'ils sont innocents dans cette instrumentalisation dont ils étaient victimes pour imposer les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce à des pics ou trade-related aspects of intellectual property rights, trade, de l'OMC à l'Algérie via les ordres de la Banque mondiale. Et dans une exhibition surmédiatisée, nos deux artistes ont été pris par un Premier ministre à Londres. Sous cette pandémie planétaire, c'est l'Algérie et toute l'Afrique qui ont une idée des coûts de ce droit hégémonique. Depuis ce coup de Jarnac, j'ai cessé d'écouter ces deux artistes et Lounas Matoub est devenu mon tout. Quand j'ai lu les excuses d'Idir envers un des chefs de l'État algérien, j'étais écœuré par certaines réactions. Ces excuses prouvent qu'Idir est un grand homme. Dans mon silence, j'ai aimé l'homme. Est venu ensuite l'épisode du départ de Hussein, durant lequel je l'ai vu exécuter une de ses œuvres devant tous. L'acceptation de la famille Aït Ahmed de cet acte d'adieu à Lausanne a démontré l'immensité de la tolérance et des libertés quand le respect est conjugué avec notre religion. Par cette fusion, cette fongibilité dans l'art, dans l'islam, j'ai compris ce que je n'ai jamais eu l'occasion de lire dans le Saint-Coran. J'ai aimé cette cérémonie d'accompagnement de Hussein auprès de Dieu qu'Inghma appelle la montagne magique. Je pense que la discrétion de l'homme Idir, sa douce voix, ses compositions musicales et son encastrement dans le style contine et compte par une audience demandeuse de radicalité, voire d'extrémisme, ont voilé son travail de fond pour notre identité, nos droits et nos libertés. Ces derniers temps, j'ai commencé à me demander comment de grands hommes algériens recevaient ces œuvres sur l'exil et l'expatriation, ces hommes qui, en plus de la séparation avec la terre natale, pour laquelle ils ont donné leur vie, ont été assassinés. Je pense en particulier à Limsiri. Jamal, même après ces mots, ma peine demeure immense. Accorde-moi l'indulgence de considérer que j'ai réussi ma contrition publique envers Idir. Ce n'est qu'après son départ, le départ d'Idir, que j'ai vu la cérémonie de ses 50 ans d'Aït Menguela. En entendant ses interventions, j'ai apprécié la retenue et la sagesse de l'homme. Mon espoir ici sur terre, accompagné de la plus intime des intimes personnes que je connais, est de rencontrer Lounis Aït Menguela pour un tête-à-tête afin de soulager mon cœur et reposer mon esprit. Jamal, Idir a chanté Idurarna, nos montagnes qui sont les fixateurs de la terre quand elle s'érode, quand elle tremble. La mort d'Idir est un séisme. Idir est une montagne. Seul Dieu en est capable de nous offrir une nouvelle. Une autre fois, bonjour. Les vies privées et les dignités humaines sont sacrées, donc inviolables. Nos actes sont louables ou blâmables. Travailler pour la patrie est beau, donc nous continuerons à le faire aussi longtemps que nous pourrons lui offrir du bon. Nous vous demandons une faveur, celle de nous éviter votre réaction par la voix d'un officier du gouvernement.
Nous sommes prêts à vous rencontrer partout sur la terre d'Algérie pour aborder avec vous les problèmes que nous terrons et qui sont encore plus compliqués et complexes que ce que la nation algérienne vit depuis 2010. Dans ce message seront bannies toute expression politique et autres petitesses politiciennes comme l'organisation du commerce ou la configuration administrative du territoire. Le fascisme, en vidant de sa force une nation, la transfère à une autre. Dans son histoire récente, l'élite allemande, une force de l'Allemagne, a participé à l'érection de la puissance américaine. Vu sous cet angle, le régime politique algérien des 30 dernières années pourrait s'en apparenter. L'État algérien est privatisé. Il est doté de puissance et dépourvu de force. Il est indispensable de le déprivatiser pour qu'il serve l'intérêt public du plus grand nombre d'Algériens, d'augmenter sa force en le rendant au peuple qui réduira sa distance avec les différents pouvoirs. Par le passé, nous avons pris position sur certaines décisions imposées aux problèmes de l'Algérie, auxquelles nous avons fourni quelques solutions. Nous évoluerons probablement et changerons radicalement d'avis sur certaines d'entre elles, sauf sur 3. 1. La surévaluation du dinar. La dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Et 3. Le maintien de l'étendue du territoire national. Et pourquoi pas en acheter d'additionnelles surfaces de chez nos voisins ou en échanger. Confier l'économie, nous parlons de modèle, d'un pays à uniquement des économistes, la définition des politiques de l'éducation à uniquement des enseignants, de la santé à uniquement des médecins, de la défense à uniquement des militaires, de la justice à uniquement des magistrats et avocats, la rédaction de la Constitution à uniquement des juristes produira un désastre. L'interaction de ces ainsi pourris poumons de l'État finira dans un cataclysme national et ce dernier a un nom, l'effondrement de l'État et la disparition du peuple. Et comme preuve contraire, sans État, la révolution algérienne, avec sacrifice et honnêteté de ses dirigeants, a légué à la fin d'une guerre horrible une richesse monétaire, le trésor du FLN. À l'indépendance, une fois les modèles politiques confiés à des pseudo-spécialistes, le résultat est dramatique. Expatriation, assassinat des révolutionnaires, injustice et naissance de la dette internationale. Notre mention du trésor du FLN est le premier élément de notre réponse à votre déclaration. Trop d'impôts tue l'impôt, expression qui a une vieille histoire devenue célèbre grâce à Arthur Laffer. En français, on dit Arthur Laffer. Et son fameux dessin sur une nappe dans un restaurant. La Constitution. Pour éviter des supputations aux esprits mal tournés, nous précisons les dates. En janvier 2017 a eu lieu l'attentat contre la mosquée de Québec City. Un mois avant, nous disons bien juste un mois avant, c'est-à-dire en décembre 2016, nous devions donner un cours conférence sur la radicalisation au Canada, la citoyenneté, le terrorisme international et les manifestations dans les pays arabes. Nous avons donné un aperçu sur son contenu et objectif pour Ksari Web TV, une télévision communautaire à Montréal gérée par un compatriote algéro-canadien. Nous y avions dit en substance la déstabilisation des pays arabes, Égypte, Tunisie, Maroc, pour imposer le libéralisme avec changement des dirigeants et leur mise sous domination des pays de l'OTAN, seront obtenus par des manifestations populaires. Pour celle de l'Algérie, il y a eu changement dans le modus operandi. Elle a commencé par le changement de la Constitution. À ces changements ont succédé les manifestations. L'opacité qui a entouré les conditions de sa rédaction et les nouvelles exigences pour l'armée nous font dire qu'elle est la porte ouverte aux forces de l'OTAN pour s'installer en Algérie, et c'est la renaissance de son article 6 qui cite nommément notre pays que Hussein Ait Ahmed a fracassé au début de la guerre à l'ONU. Le processus d'élaboration de cette version obéit à la théorie du New Public Management, qui impose à l'État de fonctionner comme une compagnie ou entreprise privée. On dit long sur ses concepteurs et leurs objectifs. Pour prendre connaissance de son contenu, nous avons trouvé que le site internet de la présidence de la République hors service.
dans l'éventualité de le trouver ailleurs, le projet de constitution. Nous avons été sur celui du ministère de la Défense nationale, en vain. Et en dernier, nous avons été sur celui du Conseil constitutionnel. Malheureusement, aucune information n'est disponible. Donc, président de la République, Défense nationale et Conseil constitutionnel, point de trace de la Constitution. Donc, nous ne pouvons pas parler d'un projet destiné au peuple. Nous avançons l'idée que cette version de la loi fondamentale a été calée sur celle des hydrocarbures et de la santé. Elle doit être rejetée, quelle que soit sa qualité, et c'est l'une des raisons qui nous a fait suggérer à nos compatriotes de défier les députés. Si pour la Constitution précédente, nous pensons toujours que Noah Feldman fait partie de ces inspirateurs, à celle-ci, à ce monsieur, nous ajoutons le français Robert Badinter ou des personnes de son école de pensée. Pour des arguments additionnels pour son rejet, nous fournissons les suivants. La présence dans ce brouillon de l'artifice, les modalités d'application de cette loi seront déterminées par une loi organique. Si cette phrase est présente, la Constitution doit être rejetée. L'absence de l'institutionnalisation du bien-être social, de la gratuité, de l'éducation, de la santé et de la justice, de l'objection de conscience, du droit de propriété des ressources naturelles, de l'abaissement de l'âge de la majorité civile, du vote du Congrès pour l'intervention de l'armée algérienne tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. En souhaitant que les droits de l'homme et de la nature soient solides dans ce texte, nous espérons que toutes les victimes de violations des droits humains seront élargies. Cet élargissement sera une cessation de leur calvaire, un oxygène pour toute la population et une décision algérienne qui dira aux puissances étrangères que désormais seront rendus publics tous les marchandages et chantages auxquels l'Algérie est soumise. Monsieur Abdelmajid Tebboune, ce projet de constitution nous a donné une satisfaction. Nous sommes satisfaits de ce projet de constitution. La majorité de l'Algérie a été complètement éludée et donc séparée de la mise sous tutelle de l'Algérie par les puissants. Nous avons défendu l'intervention des forces armées algériennes à l'étranger, en particulier dans les pays voisins, sous la condition qu'un traité de paix soit signé avec eux au préalable. Toute intervention de l'armée algérienne à l'étranger engendre une réciprocité. Donc, la volonté des peuples est une exigence. Dans notre appel pour la libération de l'Afrique, il est écrit qu'une évaluation des effets de la présence des forces de l'OTAN, et en particulier les Français dans les pays du Sahel, est indispensable. La platitude de la déclaration du dernier sommet de l'Union africaine auquel vous avez assisté révèle les pressions subies par les chefs d'État, par leurs anciens colonisateurs et dirigeants des puissances pour maintenir toute l'Afrique et l'Algérie dans l'asservissement. Nous sommes surpris par votre précision. L'armée algérienne interviendra sous l'égide de l'ONU. Rappelons d'abord des faits. L'Algérie a participé à la guerre des 6 jours, juin 67, à la guerre du Kippour, octobre 73, a intervenu au Sahara occidental et est membre du Front de fermeté. Sans visibilité, l'Algérie a aussi intervenu dans le conflit en République démocratique du Congo, appelé Troisième Guerre mondiale. Nous avons travaillé sur les interventions de l'ONU en conflict prevention, peacemaking, peacebuilding et peacekeeping. Nous avons travaillé aussi sur la réforme de son Conseil de sécurité pour laquelle Robert Badinter a présenté une solution. Voici pourquoi nous avons suspecté Robert Badinter d'être derrière la rédaction de la Constitution. Nous informons que la Libye a mis via sa Libyan Investment Agency des milliards de dollars pour arbitrer entre le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte dans un premier temps, et entre l'Égypte et l'Algérie comme représentants de l'Afrique dans un second temps, représentants permanents au Conseil de sécurité. Nous ajoutons que depuis les guerres d'Irak, celle de 91, ou Desert Storm, et 2003, le Conseil de sécurité de l'ONU est incapable de mettre en œuvre ses chapitres 6 et 7, 10 chapitres de la paix, sur la paix et sécurité. C'est ce blocage volontaire qui a donné naissance aux coalitions internationales qui agissent sous la norme dite R2P, Right to Protect, développée par l'Université de Stanford
nom invoqué souvent par la France. Pour l'anecdote, et à propos du renforcement de l'état-major de l'ONU et sa dotation d'une force militaire pour ses missions d'intervention, un président des USA a dit à un ancien secrétaire général de l'ONU, nous avons besoin d'un secrétaire et non d'un général. Nous avons publié des textes sur l'action de l'armée algérienne. Le premier, en janvier 2017, est titré « Un conflit dans le désert, les généraux algériens et la majorité ». Le deuxième, en décembre de la même année, janvier et décembre de la même année, il était titré « Algérie, les services secrets, les chats de Bornéo et le patriotisme ». Présentement, nous sommes incapables d'évaluer dans un détail pertinent les effets politiques, économiques et les coûts financiers de la présence ou absence de l'Algérie dans les interventions internationales. Monsieur Abdelmajid Tebboune, venons-en au domaine économique. Dans le domaine de la justice, nous sommes marqués par nos lectures de Robert Nozick, qui défend une justice aux règles justes, et John Rawls, qui défend une justice aux résultats justes. Règles justes, résultats justes. Si nos faveurs vont pour le second, le capitalisme opte pour le premier, pour éviter des analyses torsadées de ce qui relève d'un choc de demande ou d'un choc d'offre. Thorstein Veblen et John Kenneth Galbraith sont parmi nos références. Autant que les théoriciens précédents, notre culture et éducation amazigh et algérienne combinées aux pratiques islamiques sont notre socle. Vous avez été dans l'administration publique. Vous avez été ministre de l'Habitat, entre autres. Vos déclarations contradictoires montrent la férocité des pressions étrangères qui s'exercent sur vous. Par le passé, vos fonctions, vous avez cautionné tout ce qui a été ordonné par le FMI et la Banque mondiale pour les dirigeants de l'Algérie. La sagesse vous ordonne de contourner toutes les précédentes stratégies. Mais vos nouvelles orientations produiront le pire. Les sujets économiques que vous êtes en train de toucher et que nous avons abordés dans notre document, nos intentions, les solutions sont dans les cœurs des Algériennes et Algériens, disent que nous, le FMI et la Banque mondiale, avons identifié les mêmes cibles. C'est un point positif. Nous avons identifié les mêmes cibles. Mais avec des solutions et approches radicalement opposées. Cette opposition, cette différence montre le niveau de patriotisme des uns et des autres. Reste la répartition du travail, la réduction de sa durée et la démographie. Si pour vous, le FMI et la BM constituent des sujets à ne pas aborder, pour nous, ils sont centraux. Avec vous et à travers vos déclarations, vos intentions pour notre Sud sont plates et tristes, alors que les nôtres sont patriotiquement généreuses et ambitieuses et coûteuses. Le choc de votre déclaration, trop d'impôts, tue l'impôt. Nous savions que durant les manifestations, le FMI et la Banque mondiale ont continué leur pression sur notre pays pour les révéler et casser le tabou de la peur. Nous nous sommes adressés à Kristalina Georgieva et David Malpass, leurs dirigeants respectifs. Au second, nous avions dit que le peuple algérien n'est pas le déchet de l'humanité et que les raisonnements ceteris paribus ou business as usual en usage en économie est pétrifiant. Monsieur Tebboune, trop d'impôts, tue l'impôt est une expression accolée à Arthur Laffer. Nous vous suggérons d'écouter ses conférences et une de ses interventions de 3 minutes dans laquelle il explique sa courbe. Dans ces 3 minutes durant lesquelles il a expliqué la forme de sa courbe, il a cité Ibn Khaldoun. Elle obéit à une logique floue. Ça, c'est la première. D'un point de vue théorique, elle obéit à une logique floue. Deuxièmement, empiriquement, depuis sa mise en œuvre au début des années 80 avec Tina, there is no alternative, regardez ce qui se passe en Angleterre et la remise en cause de cette théorie-là. En Angleterre, que dire de l'Algérie si on l'appliquait? Il s'est inspiré de Ibn Khaldoun au XIVe siècle. Donc, trop d'impôts tue l'impôt.
Prenez juste le mot trop. C'est quoi trop? C'est 1%, c'est 99%. Tue l'impôt. Ibn Khaldoun a parlé certainement de l'oppression. Quand on exige beaucoup d'impôts de la base, on les tue, elles se soulèvent. Mais quand on exige des impôts des riches, ils bloquent. Ils vous bloquent. L'État algérien est incapable de recouvrer l'impôt. Non seulement il est incapable de recouvrer l'impôt, mais il tente de déclencher l'inflation par l'augmentation des salaires et du salaire national minimum garanti. Un crime. C'est une décision criminelle contre le peuple algérien. M. Abdelmajid Tebboune, nous n'allons pas rentrer dans tous ces détails de théorie, de philosophie. Mais nous invitons nos compatriotes algériens à lire, à se documenter, à voir des conférences sur le web. M. Abdelmajid Tebboune, nous devons sortir de cette impasse et réinstaller la paix dans notre pays, agissant patriotiquement. Merci.